son Instagram, c'est que des photos avec Messi, avec Guardiola, avec Fabrizio Romano. Après, je me dis, ok, tu peux te dire ça, c'est ok, vendeur de rêve. Après, tu entends un podcast de cette personne et tu te dis, le gars a réfléchi, tu vois. Il a réussi à créer quelque chose et ça. Welcome. Bienvenue sur Pas à Pas, ta dose d'inspiration quotidienne. Ne viens pas te plaindre des résultats que tu n'as pas obtenus avec les efforts que tu n'as pas mis. Aujourd'hui, comme d'hab, avec Capello. Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on a un invité très spécial. Un invité de marque, Mathieu. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à vous. Merci à toi d'être venu, Mathieu. Donc, dis-nous, aujourd'hui, comment est-ce que tu te sens ? Je me sens comme un dimanche. Tant mieux, nous aussi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Dis-nous un peu, présente-toi brièvement, ton parcours, etc. Bien sûr, donc moi c'est Mathieu Struijff, j'ai 22 ans. Voilà, j'ai fait des études de communication et de journalisme ici à Lièx, dans le centre-ville de Bruxelles, durant 3 ans. Et durant ces 3 ans, après, j'ai décidé de changer de voie et faire quelque chose qui me passionnait vraiment et pour laquelle je vis. Ok. Qui m'anime, on va dire, c'est le management sportif. Donc, voilà, j'ai passé récemment la licence d'agent sportif en septembre. Ok. Et oui, c'est ça, le travail là est fait quotidiennement pour aller vers une destination importante. Félicitations, hein. C'est pas tout le monde qui se décide à suivre sa passion et faire tout pour réussir. Donc félicitations à toi d'avoir réussi à cet examen. Merci. C'est pas tout le monde surtout qui met en place des actions pour réussir. Exactement. Donc c'est bien de rêver, mais si tu mets rien en place, voilà quoi. Exact. Tout à fait. Mais par rapport à ce que tu m'as dit, du coup, enfin ce que tu nous as dit, maintenant, comment est-ce que tu te sens, toi, aujourd'hui, actuellement, dans ton rôle d'agent ? Comment tu te sens ? Quelle émotion te vient en tête ? Wow, quelle émotion! Ouais. C'est que de la fierté. Si c'est une émotion, je peux le dire vraiment, c'est de la fierté à 100%. Ok. Parce que quand tu sors un peu de ta zone de confort, voilà, on parle de mettre des choses en place, ça part aussi d'un développement personnel. Où beaucoup de gens vont commencer à se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Qu'est-ce qui s'est passé chez lui ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie ? Ça, c'est pas la personne qu'on connaît, alors que cette personne-là, en fait, elle a toujours été là. Simplement, c'est un grand puzzle et on rajoute à chaque fois une pièce pour vraiment en fait, se connaître soi-même. Ok. Et dans ce métier-là, avec, on va dire, le peu d'expérience que j'ai à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui correspond en fait. Et donc voilà, c'est que de la fierté, c'est énormément d'apprentissage. C'est ça en fait, c'est apprendre tous les jours, et c'est énormément en fait d'émotions. C'est de la fierté. On ne va pas dire que tout est beau, c'est des doutes également. C'est une part d'imprévu, donc c'est de l'excitation. Je pense que c'est un des métiers qui est le plus excitant. J'imagine. Je vais dire de mon expérience personnelle qui est toute modeste. Mais... C'est déjà bien. C'est déjà bien que tu te sentes fier par rapport à ce que tu fais, c'est très important. À partir du moment où tu te sens fier pour ce que tu fais, c'est pas juste... parce que pour moi, genre en fait, quand tu commences un business, t'as toujours, et j'avais vu ça, c'était quelqu'un sur les réseaux qui avait dit ça, j'ai plus trop le nom, t'as toujours en fait la phase d'excitation. Tu commences un business, voilà, je vais tout rafler, voilà, je vais réussir, je vais check, t'as l'excitation d'acheter le matériel et tout. Et après, t'as la réalité qui te rattrape, t'as les difficultés, et soit tu te dis, ouais, en vrai, ça n'a pas vraiment fonctionné, c'est pas fait pour moi, tu recommences un autre business, etc. Soit tu continues. Et après, justement, tu as ce que tu as après, justement, tu as la fierté. C'est ça qui... Voilà, quoi. Je me rappelle, c'est Malik, hein, dans l'épisode 4. Ouais, c'est lui qui avait parlé de ça. Ouais, c'est totalement vrai. Moi, j'ai juste une petite question par rapport... Tu vois, quand tu étais dans tes études, qu'est-ce qui s'est passé en mode de te dire, en vrai, c'est pas ce que j'ai forcément envie de faire et j'ai envie de me tourner vers la chose qui m'anime au fond de moi. Comment... Enfin, parce que tout le monde, je pense, y a pensé, mais comment tu as mis les choses en place ? Alors ça, c'est un long travail. C'est beaucoup de choses. Donc on parle des études,
moi, de base, quand je suis rentré dans ça, en fait, c'est plus être opposé à quelque chose, dans le sens où j'adore les gens qui sont passionnés. Et si leurs études leur plaisent, je vais vraiment leur donner la force pour continuer ça, etc. Mais moi, suite à mon parcours, en fait, je me suis rendu compte, je me suis isolé, en fait, tout simplement. Je me suis isolé. Et ça on parle universitaire, mais déjà bien avant, j'étais à l'internat. L'internat, c'est aussi une expérience où tu es confronté à toi-même, tu es livré à toi-même, en fait. Et moi, pour tout dire, on m'appelait un peu, même les filles, etc., on m'appelait le fantôme, tu vois, parce que j'étais quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, mais qui était dans l'ombre à chaque fois. Donc, ça a été la même chose à l'université. J'allais jamais en cours. Au début, je pensais, parce que tu vois, grand frère, grande sœur, etc. Par exemple, ma sœur, elle fait du droit. Tu vois, droit, moi, ça m'a apporté beaucoup, parce que je peux voir aussi un exemple de réussite pour quelque chose qui l'anime. Et voilà, maintenant, elle est juge ou juge, ouais. Juge. on se voit beaucoup, ouais. Mais c'est plus, comment dire, en fait, c'est un travail que je faisais mentalement pendant mes études. C'est-à-dire que pendant mes études, je savais que j'étais là, que je devais être là, parce que je commence quelque chose, je dois le terminer. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Si tu commences quelque chose, pour moi, il faut le terminer. Et en fait, je suis rentré dans les études. Comment et pourquoi? Parce que voilà, on connaît au niveau parental comment c'est. C'est un peu partout. C'est normal, c'est l'éducation. Et c'est un point très important pour moi. Mais moi, ça n'a pas été via l'école. En fait, j'ai appris énormément via l'école. Je vais en revenir par après. Mais en étant là-bas, c'est comme quand tu fais un travail forcément qui ne te plaît pas forcément. Tu sais pourquoi tu es là. Ça ne t'affecte pas mentalement. Et moi, en étant à l'université, on peut en témoigner, j'allais jamais en cours. J'allais jamais en cours, sauf les trucs qui étaient obligatoires, parce que je sais que je devais être là, donc j'allais là-bas. Et j'ai trouvé un moyen de réussir les examens. Il ne faut pas me demander comment, je sais même pas expliquer. Le talent. Non, peut-être. Tu avais des facultés peut-être plus, enfin, tu avais plus facile que les autres. C'est du travail aussi. En fait, c'est du travail, ça veut dire que t'as beau pas aller à aucun des cours, ne pas connaître le nom du cours avant ton examen. Tu dois étudier. Tu dois quand même étudier. Et moi, ce que j'aimais par rapport à ça, c'est que j'allais m'informer moi-même sur YouTube ou apprendre par moi-même, en fait. Une sorte d'être autodidacte. Autodidacte, voilà. C'est bien. Surtout que les études, moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui négligent. Mais ça te donne, en fait, dès le plus jeune âge, une sorte de discipline, tu vois. C'est quand tu es là, t'entends... Parce que moi aussi, j'ai fait du droit il y a longtemps. Quand tu es là, t'entends le prof te parler et tout, et dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Tu vois? Et qu'au final, tu restes quand même, tu continues à faire les trucs, tu réussis. Et après, au final, même que tu fais même pas, tu termines même pas dans la branche d'études dans laquelle tu as fini, en fait, on se rend pas compte, mais depuis, donc, quand on a commencé jusqu'à la fin du diplôme, ça t'a mis une certaine discipline qui fait que quand tu vas commencer un truc, voilà, tu vas un truc maintenant bon. Voilà quoi. Ouais, ça t'apporte de l'expérience. Et puis, la personne, quand tu commences, n'est pas la même que quand tu termines. Exact. Parce que tout ce que tu as appris tout le long du processus, tu as bien fait de parler de l'internat. L'internat, c'est un sujet dans lequel peut-être on reviendra. Parce que nous aussi, on a été en internat. Et je pense que pour le développement personnel, c'est important. C'est quelque chose. Hein. Tu en apprends beaucoup. Effectivement. Et juste pour revenir au niveau études, les trucs qui me servent à l'heure actuelle, et ça m'est arrivé dans mon processus, c'est qu'en toute dernière année, j'ai eu un cours de management. Parce que souvent, dans les trucs de commission, on met un peu des cours de droit, un peu des cours de socio, des trucs comme ça un peu. Et le management, je me suis vraiment pris au jeu. Je me suis dit, j'aime ça et je vais appliquer ça à ma vie, en fait. Et donc, c'est ça un peu le processus de se dire, ben voilà, t'as un rêve, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour le faire? Tu vas commencer à effectuer d'abord, avant même de faire un plan, un diagnostic. Où est-ce que tu en es dans ta vie à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui s'est passé avec toute ton expérience, etc. Voilà, j'ai que 22 ans, mais en même temps, j'estime avoir déjà vécu certaines choses qui sont propres à chacun, en fait. C'est ça. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est bien. Maintenant, justement, parlons. Tu disais, du coup, quand tu étais dans les études, maintenant, on va retourner un peu plus en arrière. D'accord. Donc, du coup, avant les études. Dis-nous, à tes tout débuts, donc quand tu étais vraiment jeune, tu rêvais de quoi? Moi, genre quand tu étais petit, qu'est-ce que tu rêvais de quoi? Je vais te dire un rêve qui vient vraiment là à ma tête maintenant, à l'heure actuelle, parce que ça a un sens significatif. Je rêvais de construire Wembley en face de ma maison. Je te jure que c'est vrai, parce que j'ai une conférence dans le 11 mai Okay. à Wembley. Et moi, j'ai jamais été.
Ça va, c'est un rêve. C'était mon rêve de le construire. Bon, maintenant, la construction, je pense que ça va prendre du temps. C'est peut-être irréaliste. Et tu peux expliquer juste aux abonnés ce que c'est que Wembley. Wembley, donc, c'est le stade national de l'Angleterre. C'est un stade iconique. Voilà. Hein, donc toi, tu rêvais de construire ça devant chez toi. Devant. C'est ambitieux. Mais c'est bien, non, c'est bien. J'ai une vidéo qui l'atteste. Il faut que je la retrouve. Il faut que je demande. Mais voilà, c'est ça. Après, je rêvais simplement, je vais dire, d'être heureux, je pense. Parce que voilà, je l'ai vu aussi au cours de ma vie, de voir des gens forcément qui n'aimaient pas forcément ce qu'ils faisaient. Et c'est respectable aussi des fois. Des fois, il y a des situations de vie qui font que... T'es obligé. Et moi, ça m'a éveillé en mode je ne veux pas aller vers cette direction-là, tout simplement. Ouais, c'est vrai ça. Moi, je remercie vraiment des gens qui, quand j'ai fait des tafs, qui, eux, étaient dans l'obligation et qui m'ont dit, petit, travaille. Si tu veux faire ce que tu veux faire, travaille à l'école. Et aujourd'hui, j'ai la chance en tout cas d'essayer, tu vois, de me donner cette possibilité-là. Et merci à eux. Parce que ça m'a apporté l'air de rien. C'est ça. Et pour moi, je pense qu'il ne faut pas... Même si c'est vrai que le but, c'est vraiment de ne pas aller là. Maintenant, à partir du moment où il y en a qui nous écoutent, qui sont dans ce genre de situation-là, il ne faut pas abandonner, tu vois. En fait, pour moi, je pense que c'est terminé à partir du moment où, je vais donner un exemple, si tu travailles dans un taf que tu n'aimes pas, qui te paye peut-être pas assez, si dans ta tête, tu te dis, c'est fini, vas-y, je vais faire ça toute ma vie, là, pour moi, voilà, tu vois, là, pour moi, t'as pour l'instant en tout cas raté, il faut pas que tu te dises c'est fini, tu vois. Tu peux, tu sais pas, demain tu vas être là, tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, tu vas dire ouais, tu vas parler avec lui, ah ouais, mais j'ai une opportunité là, ou bien tu vas te rêver, tu vois. Ouais, donc tu peux te former, c'est compliqué, mais il y a des choses que tu peux mettre en place pour essayer de changer ça, quoi. Exact. Mais après, quand tu regardes bien, en plus, les plus multimillionnaires, ils sont pas partis des grandes écoles. Hein. Non. Ils sont partis de Steve Jobs et tout, ils sont partis de leur garage. Hein. Tout le monde a un parcours un peu atypique. Hein, je regardais, je sais pas si vous connaissez Warren Buffett. Ouais, bien sûr. Et il disait justement que lui, tous ces trucs à l'école, ces diplômes, il les a pas affichés dans son bureau. Il a affiché, je sais pas si vous connaissez Dale Carnegie. Ça me dit quelque chose. C'est quelqu'un qui fait un peu sur comment influencer les gens, c'était très bon pour le networking en fait. Et il a fait ce cours-là. Bon, maintenant les cours ça vaut 2000 €, je sais pas, on va se calmer un peu. Je sais pas mais j'ai lu son livre par exemple. Ça c'est aussi un truc, la lecture, c'est au début, tu as des idées préconçues et c'est un truc qui a changé ma vie. Je vais pas le mentir. Mon premier livre, je l'ai lu en 3 ans. Il était en anglais. Je l'ai lu en 3 ans. Et c'est parce que je suis parti aussi à l'étranger. J'ai eu le temps d'avoir dans l'avion, de faire énormément de trajets, de lire. Et donc maintenant, je les bouffe. Je mange les livres dans le sens où... Non, je les mange pas. Mais je vais dire non. Ça a changé ma perception de voir les choses énormément. C'est une sorte d'éducation. C'est une éducation. Éducation de la vie. Non, les livres, c'est important. Ouais, même moi, pardon, j'ai encore du mal avec les livres. Hein. Mais je suis dans les livres audio parce que j'ai plus facile. Et c'est vrai que ça change, ça éduque beaucoup. Franchement, ça donne une autre perception. Quand tu comprends et que tu mets en place, ça donne une autre perception des choses. Exact. Et même, il y a un truc, je ne sais pas si vous connaissez, moi au début je critiquais ce truc, mais je pense que je vais investir dedans. Peut-être pas maintenant, mais c'est le Kindle. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, la liseuse. Ce qui est bien avec ça, c'est que moi j'ai plein de livres. Et le problème, c'est que, je sais pas si vous avez ça, si toi tu as ça en tout cas, quand tu veux partir ou quoi, et que tu as 2 livres que tu kiffes. Maintenant, tu lis, moi, il y en a qui, toi tu fais quoi? Moi, il y en a qui, donc du coup, ils lisent un livre, ils le terminent, et puis truc. Moi, j'aime pas ça. Moi, je lis un peu ça, et en fait, je fais les deux. Et j'aime bien, tu vois. Je pense que tu fais bien. Je parle aussi à quelqu'un qui est dans mon quotidien et qui fait exactement la même chose. Il ne peut pas finir un livre, il va l'utiliser après, parce que c'est bien d'avoir les connaissances, etc., mais il faut les appliquer à ta vie. Donc c'est ce que j'essaie de faire aussi. C'est pas toujours évident parce que des fois, mais je l'applique dans mon travail aussi. Tu vois, par exemple, récemment, je lisais le livre de Sir Alex Ferguson qui parle du leadership. On a dit on n'allait pas parler de Manchester United, mais on est obligé. Et j'essaie de l'appliquer à ma vie personnelle et aussi, par exemple, si je vois quelqu'un qui partage aussi ce leadership, je vais essayer de discuter de ça par rapport, avec lui. Et donc moi, personnellement, je lis un livre par an, mais ce que je veux dire, la particularité, c'est que je lis en anglais. Et ça m'aide énormément aussi parce que ça rend les choses plus compliquées.
Et ça aide aussi ton anglais. Moi aussi, j'avais commencé à lire en anglais. Je me disais que ça allait être plus facile, mais tu lis plus lentement. Même si tu parles anglais, je trouve que tu lis plus lentement. Beaucoup plus lentement. Tu lis beaucoup plus lentement. Si j'ai lu 3 ans, c'est pas pour rien, c'est parce que le livre était en anglais. Et c'était un livre en plus sur. Comment il s'appelle les Hot Boys à Houston. Je sais pas si tu vois. Le OG, comment il s'appelle j'ai oublié son nom. C'est pas grave. On retrouvera quand on retrouvera. Celui qui a lancé Drake et Lil Wayne aussi. Non, pas Berman. Ouais, je suis un peu. Tu le retrouveras sûrement pendant le podcast. Tu le retrouveras comme ça, on le mettra pour les abonnés. Alors. Mais dis-nous, à quel âge est-ce que tu as été donc, du coup, en contact avec le milieu du football ? Et comment ça s'est passé un peu cette transition ? C'est récent parce que c'est ça aussi qui fait une particularité du pourquoi je le fais aussi. C'est que je n'ai pas forcément de frères joueurs ou de papa agent. Ça arrive beaucoup et c'est très bien. Je dirais j'aurais bien aimé l'avoir, mais c'est mon histoire. Donc moi, je sais d'où je viens et d'où je pars. En fait. Donc, je veux dire, on parle du milieu, pas de la passion de regarder des matchs. Ça, je fais depuis que je suis tout petit, les 5 grands championnats, tout ce que tu veux, etc. Mais maintenant, ce qui a vraiment changé, c'est que, quand ça a réellement changé, je connais une personne qui est consultant, en fait, qui est dans ma famille et qui est ancien joueur. Il s'appelle Thomas Châtel, qui a joué à Anderlecht. Et on se voit pratiquement jamais, mais il savait que j'avais des intentions en fait de me diriger dans ce milieu-là. Et toute gratitude, il m'a aidé. Il peut pas franchement t'aider dans le sens où il va te dire c'est quoi être agent, parce que c'est tellement de choses au final que et chacun travaille d'une façon différente du peu que je peux remarquer à l'heure actuelle. Et non, voilà, après c'est comment arriver ? Ça arrivait via ça, dans le sens où je savais ce que je voulais faire déjà. En fait, depuis 3 ans, il y a des vidéos et des podcasts que je regardais, par exemple, de Romain Molina. En France, ces vidéos qu'il fait sur la vie privée des joueurs, etc., c'est pas forcément quelque chose qui me parle, mais quand il parle du milieu en tant que tel, des situations de club, etc., c'est des choses qui me parlaient déjà, en fait, à l'époque. Ok. Et donc, quand il parlait du milieu des agents, parce que ça c'est très important, c'est la première question que tu te poses, c'est comment tu vas rentrer dedans en fait. Tu vas chercher des écoles, il n'y a pas d'école en Belgique. Tu vas chercher des trucs, c'est des écoles en Angleterre, etc., c'est très cher. Ou tu dois aller en France et c'est aussi très cher, et de ce que tu peux voir, c'est aussi un peu on te vend du rêve. Tu vois, on te vend du rêve. Et donc voilà, moi je suis parti entre guillemets avec mes armes, avec une vision claire, et j'ai été là où je pouvais m'instruire, c'est-à-dire YouTube. C'est-à-dire YouTube. YouTube, tout le monde a été sur YouTube pour apprendre. YouTube, autodidacte, t'as appris, tu t'es dit... Ouais, en plus de l'examen en même temps, je voulais vraiment comprendre en fait c'était quoi le métier d'agent, plus que simplement... parce que avoir la licence, faire l'examen, c'est un bon pas, ce qu'ils ont mis en place. Après, il y a beaucoup de choses qui sont suspendues à l'heure actuelle, donc je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Mais ça m'a permis d'apprendre et de partir de rien, en fait. D'avoir zéro connaissance et puis comprendre comment ça se passe au niveau du droit, toute régulation, qu'est-ce qui se passe dans tel ou tel pays. C'est tous des paramètres qui sont importants dans la fonction et dans le métier d'agent. Et en fait, moi, je veux dire, la particularité de mon histoire, c'est que j'ai rencontré mon mentor via YouTube, en fait. C'est l'agent de Zil. Et cette personne-là, elle m'a énormément aidé dans ma vie, en plus à distance. Parce que tu vois, c'est YouTube, donc c'est compliqué d'avoir un mentor à distance. Mais j'ai compris la puissance de l'éducation. Parce que surtout dans un milieu où on n'en parle pas beaucoup, et où ça va fermer beaucoup de portes à beaucoup de gens. Parce que les gens qui vont dire « Ok, je vais vouloir être agent », ils vont essayer de chercher. Ça peut arriver par des relations, ça peut arriver par tic-tac, on en reparle. Mais moi, ça n'a pas été le cas via ça. Après, la relation et le network, c'est énormément de temps. Comme je dis, c'est un métier à part et c'est obligatoire. Mais
ce que j'ai vraiment adoré en fait en regardant ces vidéos YouTube, c'était en anglais, donc heureusement je parle anglais, ça t'ouvre des portes et tu t'en rends compte après des années, c'est le pouvoir de l'éducation. Le pouvoir de se dire, et maintenant c'est un business, enfin un business parce que personne n'en parle justement, c'est un truc niche en fait. C'est vraiment un truc niche, et maintenant j'en parle, peut-être que je suis le premier à en parler, j'en sais rien. Parce qu'en Belgique, en France, quand tu commences à voir et à rentrer dans le milieu un minimum, tu commences à t'intéresser, tu vois sur des réseaux comme LinkedIn, tu vas voir qu'il y a des podcasts qui en parlent, bien sûr. Mais tu n'as pas de structure prédéfinie, genre en mode qui t'apprend le milieu, entre guillemets, quoi. Pas en Belgique. En Belgique. En Angleterre, c'est un peu plus courant, je pense. Des écoles de football business, etc. Je connais pas mal qui en ont fait. Mais il faut payer. Mais c'est un prix. C'est un prix. Et moi, c'est ce qui s'est passé aussi pour mon examen. Je pensais... Tu as des doutes quand tu le passes, parce que je me suis préparé mentalement. J'étais toujours aux études à ce moment-là, je pense. J'avais fait les deux examens en même temps. Je me disais, est-ce que je vais aller prendre des cours de telle ou telle agence parce que ça devenu un business aussi, l'examen, on va pas se mentir. Des gens qui vendent ça 800, 400 euros. Et en fait, je comprends, parce que c'est quelque chose de rare au final. Pas que la licence, mais le métier en général. Ouais. C'est assez unique. Et quand tu vas commencer le métier, c'est ce qu'on va dire à chaque fois. C'est un métier unique, c'est un métier bien particulier. Moi, ce qu'elle me dit, ma copine tout le temps, elle me dit, on dirait que t'es astronaute. Mais non, tu vois, non, c'est beau. C'est bien. C'est bien. On sent en plus la passion qui t'anime quand tu parles. C'est ça. On sent que ça te fait plaisir de parler de ce que tu fais, de voir en vérité que tu es en train de réussir un peu ce pourquoi tu as travaillé tout ce temps, entre guillemets. Exact. Et dis-nous, quelle sensation est-ce que tu ressens quand tu vois donc du coup un joueur donc du coup que tu représentes évoluer genre sur le terrain pendant les mois, pendant les années qui arrivent? Je veux dire, les années, les mois. À l'heure actuelle, ce dont je peux parler, c'est plus de suivre un joueur, parce que je ne représente pas de joueur à l'heure actuelle. Je ne vais pas commencer à dire que... On suit, représente. Mais ouais, c'est quand même deux choses différentes, mais c'est de voir l'évolution en fait de cette personne. Donc il y a beaucoup d'aspects, enfin de ce joueur, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte. Ça veut dire que c'est un environnement en fait, le football. C'est un environnement, et quand tu arrives, entre guillemets, de nulle part, il faut commencer à comprendre aussi l'écosystème qu'il y a autour, les personnes qui sont autour, et ça parle aussi de la famille. Moi, je commence à observer aussi de plus en plus la famille. Pour le joueur en tant que tel, c'est tout simplement l'esprit du sport. Tu vois, c'est voir quelqu'un réussir, ne serait-ce qu'une victoire, en fait, un match. Tu vois, c'est des trucs où quand moi, je vais voir personnellement, je suis content. Même si moi, je ne me dis pas, à aucun moment je me suis dit que moi j'aurais été joueur professionnel, j'ai joué des matchs de P4, P3. Chez moi, c'est comme ça. Je ne vais jamais dire à un joueur, je ne peux jamais promettre à un joueur qu'il va réussir, parce que c'est un chemin parsemé d'embûches, comme dans la vie de chaque entrepreneur. Exact. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est la fierté. Il y a un film que beaucoup d'agents ont regardé, Jerry Maguire. C'est un film avec... C'est un film avec où en gros on tape... C'est un agent, quoi. C'est un agent qui explique... Avec, il est en NFL. Ok. Et voilà, en fait, tu suis un peu pendant les moments des blessures. Lui, son joueur, il veut de l'argent. Cette phrase qui est connue, qui est « show me the money », tu vois. Et au final, c'est une belle histoire. La réalité, elle est différente. Elle est différente parce que tu arrives dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, où les gens, c'est confidentiel, les gens n'en parlent pas. Et la réalité, elle est différente. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps. L'investissement, c'est pas que de l'argent, c'est aussi énormément de temps. Et tu as aussi beaucoup d'idées préconçues, mais la réalité, elle est tout autre. Après, c'est ça qui fait vibrer un peu et qui donne... En fait, tu dois savoir pourquoi tu le fais. Tu dois avoir une raison, parce que si tu n'as pas de raison, ça va être compliqué pour toi. Donc, avoir un but, ouais. Voilà. Trop important, ça. Ce que tu avais dit, je me rappelle.
Il a dit la même chose que toi, parfaitement, la même phrase. Il y a, je crois, T'es sûr que t'as pas regardé mes épisodes? Je les ai tous regardés un par un. J'ai pas dormi de la nuit. Il y a 2 ou 3 podcasts. Mais ouais, c'est vrai que le foot, il y a beaucoup de gens qui négligent que c'est pas que sur le terrain. C'est tout un. En fait, tu dois vivre football, quoi. Tu dois vivre football. Et parfois, j'ai envie de dire même ton entourage. Enfin, l'entourage du joueur doit un peu vivre football. Et parfois, il n'y a pas tout le monde qui comprend ça, malheureusement. Et ça, en fait, l'entourage, c'est aussi un truc, comme j'ai dit, moi, j'ai pas été joueur professionnel, mais tu as des expériences personnelles que tu peux essayer de transmettre. C'est-à-dire que l'entourage, vous avez un entourage, mais chez un joueur, c'est encore plus important. De ouf. Parce qu'il a une carrière, et une carrière, ça peut pas être gâché. C'est pour ça il faut des conseils. Il faut des conseillers. Et moi, je suis quelqu'un qui adore conseiller, qui adore aider en fait son prochain. C'est simple, ça part de là. Mais il y a beaucoup de paramètres à tenir compte. Et voilà, l'entourage, ça peut être tout bête, hein, mais comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'exemples dans ma vie comme ça où il y a des gens qui ne croient pas trop en toi. Dans ton entourage, ça, c'est pas grave, tu vois. Il y a des gens qui vont essayer de te redescendre et te mener vers le bas, ça devient un problème. Pour toi, c'est pas trop grave, mais par exemple, dans des jobs que j'ai fait comme Odolez, etc., ok, quand ça parlait de ça, une personne parlait de ça, par exemple, avec un petit de 16 ans que je vois rempli de rêves, qui devait devenir coach, ou peu importe, qui est amoureux de Guardiola ou de ce que tu veux, ça me pose un problème à ce moment-là. Pour moi, c'est un problème. Moi, quand tu fais ça avec moi, on m'a dit ça personnellement. Je dis, voilà, je vais être agent. Et c'est pas des trucs que tu vas forcément parler. En fait, tu te rends compte avec le temps. Moi, pour arriver là, je ne parle avec personne. C'est pour ça que tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, ça ne m'atteint pas, ce genre de truc-là, en fait. Parce que on me dit, mais c'est un rêve. Mais moi, je trouve qu'un rêve, en fait, ça doit devenir un objectif. Ça doit devenir un objectif. Tu le sais déjà. Et moi, je ne vais pas commencer à directement après aller parler à la personne et dire, ah, t'as vu, regarde maintenant. Non. Ça sert à rien, calme, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est vrai que des fois, on se dit, ouais, quand on va arriver on va leur dire, t'as vu, tiens, et tout, je sais pas quoi. Mais en vrai de vrai, je pense que quand tu arrives à un certain stade, là où tu vas arriver, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as même pas le temps de la personne là. Si tu as d'autres trucs à gérer, surtout quand tu arrives justement là où tu vas arriver, déjà là que maintenant, c'est en mode busy, donc alors après, tu vois, tu vas même pas avoir le temps de penser à cette personne, tu vois. Tu vas être en mode vraiment, parle, tu vois. C'est ça. Donc, et puis il faut faire les choses pour soi, en soi, tu vois. Exact. À partir du moment où tu fais les choses pour toi, il n'y a pas vraiment grand intérêt à aller le dire à tout le monde. Ah ouais, moi je vais faire ça, moi je vais faire ça et tout. Exact. Donc, mais des fois aussi, c'est l'excitation. Des fois, c'est pas facile parce que des fois, c'est l'excitation. Moi, le nombre de fois, et après aussi, j'ai regretté, j'étais là, j'avais une excitation par rapport à un truc, et puis tu vas le dire à tout le monde. Et puis j'ai arrêté de faire ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, je sais pas si vous avez ça, quand tu le dis à tout le monde, le truc ne se réalise jamais. Donc du coup, j'ai arrêté. Je dis à 2-3 personnes très proches de mon entourage, sinon le reste, c'est... Ouais, parce qu'en plus, tu sais que parfois aussi, il y a ce truc, genre, tu commences à entamer quelque chose, tu vois, ça commence à bien se passer. Tu commences à être excité par rapport à ça, et toi, tu vas le dire aux gens. Et tu penses que les gens, en fait, ils vont réagir comme être toi. Excités, vont être heureux comme toi. Exactement. Alors qu'en vérité, eux, ils ont leur propre vie, ils ont leurs propres problèmes. Ils vont te mettre mais comment tu vas faire ça? Mais t'as pensé à ça, toi, tu vas dire putain. Ils vont commencer à te mettre. C'est ce genre de personnes-là qui disaient au début, voilà, toi, c'est un rêve, tu vas jamais le faire, ou tu vas directement, tu vas signer Ronaldinho, des trucs, non, quand même, tu vois. C'est ce genre de personnes-là après qui vont dire, ils vont donner des conseils. Quand t'as commencé à, ils voient qu'il y a des changements. Ils vont dire ouais, tu devrais faire ça. J'ai vraiment ça en plus, même carrément. De façon plus personnelle au niveau familial, une partie de ma famille qui me disent maintenant on voit où tu as été, etc. Alors que pour moi, il n'y a rien d'acquis en fait. Rien d'acquis. On dit on voit qu'il évolue, continue à regarder parce que ça va continuer. On te le souhaite en tout cas. C'était gentil. Donc du coup, on va parler des réseaux sociaux. Et moi, je voulais savoir quelle importance est-ce que tu donnes aux réseaux sociaux donc, du coup, dans la carrière d'un joueur, pour toi, personnellement? Je pense que c'est très important. Et je me pose aussi la question à moi-même parce que, comme je dis, c'est la même chose pour l'entourage, des expériences personnelles, c'est la même chose pour la santé mentale. Tu passes, c'est des conseils que tu peux donner. Pour les réseaux sociaux, je dirais que avec un jeune, c'est d'aller étape par étape. Tu vois. Donc peut-être commencer avec un réseau social, puis deux, puis... Parce qu'en fait, ça peut être un outil à long terme extrêmement puissant.
Mais ça dépend aussi de la mentalité et de la perspective du joueur. S'il y a par exemple Rodri à Manchester City, lui il a dit je n'aime pas les réseaux sociaux, je n'ai aucun intérêt à être là-bas et je le comprends totalement. Donc je pense qu'il faut s'adapter. Je dirais aussi peut-être de garder un Instagram professionnel et un privé. Importance. J'y pensais pour moi aussi parce que j'étais privé, très privé, etc. Et bon, après maintenant, ou alors tu professionnalises ton Instagram privé. Ouais. C'est ce que je conseillerais, mais il faut faire très attention. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Moi, même si je n'aimais pas mes études, etc., j'ai quand même vu un milieu aussi journalistique et de communication. Donc ça touche à tout ce qui est journalisme, mais aussi réseaux sociaux, bien sûr. C'est vicieux. Ça dépend en fait Très avec comment tu l'utilises. Moi, je pars du principe, et c'est très important, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux et ne pas être utilisé par ces réseaux sociaux. C'est ça. C'est ça. Il y a un agent ici qui a aussi 24 ans, qui est libanais, que je vais bientôt rencontrer. Sur son Instagram, c'est que des photos avec Messi, avec Guardiola, avec Fabrizio Romano. Après, je me dis, ok, tu peux te dire ça, c'est ok, vendeur de rêve. Après, tu entends un podcast de cette personne et tu te dis, le gars a réfléchi, tu vois. Il a réussi à créer quelque chose et ça donne des portes d'entrée. Donc, tu l'utilises très bien. Pareil pour LinkedIn. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Ça m'a rapporté des offres, des opportunités. Et aussi, moi, je travaille aussi sur le côté. Je fais un média qui est dédié aux agents et au métier d'agent, en fait, qui vise à instruire, à savoir ce qui se passe sur quel ou quel marché, comment faire un deal dans tel ou tel pays. Je le traduis. C'est pas moi qui le fais, mais moi, ça me permet aussi d'avoir un certain apprentissage. Si c'est pour le partager à d'autres, encore, c'est mieux. Donc, ça te donne de la visibilité, en fait. Ça te donne de la visibilité. En tant que joueur, c'est la même chose. Ça te donne une certaine visibilité. Et il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Par exemple, si le joueur est engagé socialement, c'est des choses à gérer. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? On peut prendre deux exemples avec Michael Jordan et Mohamed Ali. Ils ont géré de façon totalement différente. Michael Jordan était très axé sur Nike et sur le commercial. Mohamed Ali était beaucoup plus activiste. Il voulait montrer des choses là où Jordan se taisait un peu plus. Mais c'est un choix, en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais. Il faut juste pas que, comme dans tout ça, c'est un impact négatif sur ton travail. Parce que le plus important, au final, c'est le terrain. Exact. Moi, je pense qu'il ne faut pas montrer... je crois pas que, comme tu as dit, il faut mettre soit de privé, soit de professionnel. Maintenant, quand tu mets parce que moi, je l'ai fait, quand tu mets ton Instagram privé en professionnel, il faut pas... Il y a certains trucs que quand c'était que en privé, tu pouvais montrer, tu vois. Mais maintenant, tu peux plus. Tu vois, il y a des trucs et tout, même si tu te dis, ouais, les gens... J'ai compris un truc, c'est que les gens, même si ils vont voir des stories, un truc privé par rapport à toi, ils vont toujours retenir, et un jour, tôt ou tard, ça va te le ressortir, ou plus tard même, ça va te ressortir un truc, et c'est dangereux. Tu vois, nombre de joueurs qui ont mis des trucs ou quoi sur les réseaux, etc., qu'on a retrouvé par après, je sais pas, des fois c'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est Palmer qui est avec un maillot de United, puis tu vois, Pedri c'était la même chose, je pense, mais des fois il y a des trucs qui sont un peu plus compliqué à gérer, en fait, tu vois, des insultes par exemple sur les réseaux sociaux, où ça va à chaque fois te rattraper. Ouais, c'est ça, parfois on oublie que ce qu'on met sur les réseaux, en fait, ça disparaît jamais. Donc à partir du moment où tu écris quelque chose, c'est ancré. Et surtout les médias, on reparle du rôle des journalistes là-dedans, c'est super important. Ouais. Non, c'est vrai. Moi, j'aime pas les journalistes. Ouais. Ils sont importants, mais moi, je les aime pas. Honnêtement, je les aime pas. C'est pour ça que mes études, je me suis vraiment dit, en regardant un film sur les hooligans, j'ai oublié le nom. J'ai oublié beaucoup de noms. Toi, tu regardes beaucoup de films. Des fois, j'ai une bonne mémoire, mais des fois, c'est un film assez connu, en plus en Angleterre. C'est super mal vu, les journalistes, parce qu'ils disent ouais, non, t'inquiète, je vais pas écrire. En même temps, c'est des vicieux. Ça casse pas qu'elle écrit, tu vois. C'est une blague. Donc, à moins que tu arrives à gérer cela, j'espère que ça va m'aider dans le sens où j'étais un peu baigné, j'ai un peu vu comment ça fonctionne, la puissance des médias. Parce que ça peut être positif. Il faut l'utiliser à bon escient, comme tout. Comme tout. Si tu veux faire, par exemple, je sais pas, imaginons que ton joueur a des valeurs qu'il aimerait bien montrer. Par exemple, il travaille sur des œuvres de charité ou quoi.
Alors bien sûr, utilise ton média pour le mettre en valeur. Pour le mettre en valeur, tu vois. Exact. Mais donc du coup, dis-nous, on va clôturer donc du coup ici cette partie interview avec une dernière question. C'est une question vraiment très humble, tranquille. Qu'est-ce que si par exemple tu pouvais conseiller donc un jeune joueur avec ce que toi tu as déjà traversé, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller, tu vois? Moi, je le conseille. Par rapport à ton expérience. Je le conseille de se forger un mental, de travailler énormément sur le mental, parce que c'est 99%. Il y a quand même. En fait, ça va aussi aider ta partie physique, donc les efforts que tu mets. Ouais. Je pense qu'il faut réaliser que le talent, c'est inné, mais il y a le don, en fait. Il y a le don. Ça se travaille. Et ça devient du talent au moment où tu le travailles. Mm-hmm. Donc, je dirais travailler énormément sur ça. Ne pas avoir des... Oui, continuer à rêver parce que c'est ça qu'il faut. Il faut rêver grand, il faut à chaque fois avoir des rêves, mais être pied sur terre. Savoir qui tu es. Et c'est ça en fait qu'il y a aussi beaucoup au niveau par exemple d'un premier contrat professionnel. Je parlais récemment avec quelqu'un qui a été frustré en fait. Il y a beaucoup de frustration dans le monde du sport parce que le taux de réussite est extrêmement faible. Et c'est ce taux de réussite qui va par exemple te faire gagner une Coupe du Monde. Tu vois, donc je dirais mettre les efforts nécessaires, être super patient et avoir quelque chose de positif, par exemple un premier contrat, ça ne s'arrête pas là. C'est là que ça commence vraiment. C'est la même chose avec une licence, par exemple, personnellement, c'est maintenant que ça commence en fait. Et ne pas se brûler les ailes et ne pas être impatient en fait, tout simplement. Tout simplement, c'est... Travail et patience. Travail et patience. De toute façon, comme je dirais, 98% de travail, 2% de talent. Oh. Bah, j'ai menti, c'est lui. Je voulais voir ce qu'il allait dire. Ouais, non, moi j'aime bien dire 0 miracle, 2% de talent et 98% de travail. Non, c'est vrai. Voilà, je ne vais pas détailler ici, parce que, mais voilà. Non, c'est vrai. Le mental, en fait, le mental, ça joue beaucoup plus, comme tu as dit, c'est le mental qui va t'aider justement à bien travailler physiquement. Alors tu peux avoir tout le physique du monde, si tu n'as pas de mental, tu vas aller nulle part. Tu vois. En tout cas, surtout dans le football, je pense qu'on connaît tous des gens qui physiquement étaient super forts, mais mentalement, malheureusement... Nonchalant, trop faible. Ouais, et puis derrière, à un moment donné, ça bloque en fait. Ça bloque. Parce qu'à un moment donné, tu te retrouves avec des gens qui physiquement sont comme toi, mais qui eux ont la tête. Et après, c'est pour eux que la pièce va tomber du bon côté, et pas pour toi. Exact. C'est ça. Donc, et c'est souvent en plus les joueurs qui ont des retards en fait, qui percent le plus. Dans le sens où, par exemple, on va pas prendre l'exemple de Vardy, mais Harry Kane aussi a eu un retard. Regarde l'attaquant que c'est à l'heure actuelle. Oui, tu as une avance quand tu es petit, mais ça dépend comment tu vas l'utiliser de nouveau. Ouais. Tu vois, tu as tes petits U15 qui ont des gros gabarits, ils sont en avance. Ça dépend comment tu vas te développer. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, en fait, c'est ça. dans la croissance. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il y a aussi beaucoup... Tu vois, les médias, ils jouent beaucoup sur le fait que parfois, il peut y avoir des parcours atypiques, entre guillemets. Là où moi, je pense que en vrai, tu dois juste travailler, tu vois, mettre tous les paramètres que tu peux gérer de ton côté. C'est-à-dire travailler, être régulier, avoir un club, jouer en match, etc. Et espérer que la pièce, elle tombe du bon côté, tu vois. C'est-à-dire que tu ne dois pas commencer à compter sur la chance de te dire « Ouais, mais lui, à 29 ans, il était au chômage et puis finalement, il a réussi. Donc peut-être que moi, si je suis au chômage, peut-être que... » Tu vois Je sais pas toi ce que tu en penses de ça. Au final, ce que j'en pense, je veux dire, c'est toi et toi-même. C'est toi et ta chance. J'aime pas dire que la chance, c'est bien. Il faut toujours un peu... Je parle plus du destin, en fait. Parce que la chance, tu la provoques. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont dire oh, il a ça, il est chanceux, etc. Bien sûr, des fois, tu as de la chance dans l'environnement dans lequel tu vis, ou peu importe, c'est sûr. Mais... tu la provoques, tu fais quelque chose pour avoir cette chance-là, en fait. C'est ça, tu provoques l'opportunité. Ouais, après, je pense aussi qu'il y a tellement d'histoires et on va dire d'anecdotes dans le foot il y a des personnes qui n'ont jamais joué et qui ont réussi à signer au PSG. Tu vois, des gros escrocs qui ont fait que... c'est fort, ils sont forts dans leur domaine. Tu as aussi un Brésilien qui a fait ça, de Kaiser, il l'appelle. Il a joué dans énormément de clubs. Il est parti au Mexique,
un des plus gros escrocs de l'histoire. Aussi, un joueur de Sunderland qui a dit qu'il était le cousin de Weah. Tu vois, donc, au final, il n'a jamais joué. On parle de trucs, mais je veux dire, t'as des cas qui sont à part. Je pense que c'est un long débat. Parce que quand on prend des joueurs à haute échelle comme Ronaldinho ou Hazard, je pense que leur talent était, enfin leur don était tellement incroyable que c'est une histoire, c'est des histoires atypiques parce qu'on se souviendra tout le temps. Non, merci. C'est vraiment réel ce que tu dis. Tu sais, parfois moi je dis, faut pas regarder la minorité, faut pas regarder les 5% et te dire, moi je suis comme eux, tu vois, parce que déjà, si t'es comme eux, j'ai envie de dire ça se saurait déjà. En tout cas, dans le domaine en question, ça se saurait. Et après, regarde j'ai dit 5%, on va dire. Donc, regarde les 95 autres pourcents, la majorité, comment eux, ils ont fait. C'est ça. Et c'est eux que tu dois imiter si tu veux y arriver. Je suis d'accord. Tu vois, tu peux pas te dire, je vais regarder les 5%, je vais imiter les 5% et je vais réussir. Tu vois, c'est... Mais regarde, par exemple, Charlie Moussanda, il a eu un statut où en Belgique, c'était incroyable. En plus, faut pas me parler de lui parce que... Tu vois, je t'ai dit, j'étais pour Chelsea. Là, tu vas commencer à me faire mal, tu vois. Mais donc, du coup, là, on va clôturer ici cette partie interview. On va faire 1 ou 2 questions débat. Et on va commencer, donc, du coup, par une question. Donc, c'est vraiment tranquille. Est-ce que devenir footballeur, c'est le métier le plus difficile au monde, pour vous? Je vais laisser d'abord Mathieu répondre. Alors, je sais pas. Parce qu'il y a des choses, en général, on veut dire que ça peut paraître facile pour certaines personnes en fait. Mais oui, c'est un métier qui est compliqué parce que moi je ne peux pas parler d'expérience dans le sens où je ne suis pas professionnel, je ne serai jamais professionnel, mais je pense que c'est énormément compliqué quand je regarde les statistiques, quand on regarde à quoi tient une carrière. Par exemple, je dirais ici tu es dans un avantage avec ce travail, même si c'est super compliqué, hein, c'est une réalité. Mais c'est plus à long terme. Une carrière, c'est 10 ans. Mais en termes de sport, c'est la même chose au niveau du basket. Les athlètes et les sportifs ont des choses qui vivent similairement. Tu vois. Ou s'ils ne prennent pas soin d'eux, ou ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qui va se passer aussi après? C'est un truc qu'il faut en parler. Parce qu'une carrière de footballeur, c'est bien, mais ça finit. Et il faut penser à ça. Il faut penser... donc je dirais le métier le plus difficile du monde, c'est beaucoup de sacrifices. Des sacrifices, c'est une certitude. Tu vois, par exemple, des gens qui disent mais ils gagnent des millions pour juste toucher ou shooter dans un ballon. C'est le genre de truc où je me taisais, hein, mais des gens qui parlent de ça, etc. Je me dis non, franchement, apprends, va comprendre comment ça se passe dans les académies, va comprendre c'est quoi des projets par exemple de NERPED, les gens qui étaient là autour, ce qu'ils ont mis en place en fait. C'est ça le quotidien. Toi tu ne te levais pas en internat de telle ou telle heure, foot tout le temps, foot, internat, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui a créé, entre guillemets, cette sorte d'élite, tu vois. Et voilà, c'est pour ça que il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Surtout au niveau de l'impact financier qu'il y a à l'intérieur de ce métier. Il y a énormément d'argent à grande échelle, mais aussi avant d'avoir de l'argent, on s'est compris. Et en fait, si les gens qui rentrent, que ce soit joueurs, après il y en a qui, par exemple dans le tennis, il y a Nick Kyrgios qui le dit clairement, il joue pour l'argent, et il y en a qui, je comprends, et tu t'adaptes avec ça. Au moins tu connais ta raison. Mais je pense que dans la majorité des cas, ceux qui rentrent, qui font quelque chose pour l'argent, ça ne va pas aller. Ouais. Tu ne peux pas faire pour l'argent, tu peux avoir un attrait pour l'argent dans le sens où... Mais si ça va aller que dans ta tête, jouer pour l'argent, oui, ça devient un métier à ce moment-là. Hein. On est d'accord. Tu reçois un salaire, donc tu es rémunéré, tu as un contrat d'employé. Mais il faut avoir quelque chose au-delà de ça. Ça doit être une conséquence. Hein. Pour moi, l'argent, ça doit être une conséquence. Tu dois atteindre, par exemple, ton objectif qui est beaucoup plus haut que l'argent. Et comme conséquence, l'argent soit là, tu vois. Ouais. Que l'argent soit là ou que l'argent soit pas là, bon, on espère tous que l'argent soit là, mais si ton but premier, c'est d'aller chercher l'argent, c'est comme les gens qui disent ouais, tu fais ça pourquoi? Pour être riche. Vas-y, fais ça pour être riche, alors. Tu vois. Dans le football, il y a une minorité qui
pense qui disent qu'au final, ils le font pas pour l'argent, mais en tout cas, ça devient un métier plus qu'une passion à la base. Mais c'est justement des joueurs qui sont déjà professionnels et souvent ils disent ça après quelques années parce qu'en fait, le quotidien d'un footballeur est quand même compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Les gens parfois ne peuvent pas s'imaginer parce que ils sont pas dans le milieu, ils s'y intéressent pas et ils n'ont pas envie. C'est leur droit. Mais c'est aussi une réalité de dire que le métier de footballeur, c'est compliqué au quotidien. Tu vois. Maintenant, moi, devenir footballeur professionnel, en tout cas dans le milieu du sport, je pense que c'est avec la NBA, c'est le plus compliqué. Parce que, en fait, c'est la concurrence. On ne se rend pas compte de la concurrence. Toi, tu es là, tu te lèves à 7 heures, tu vas bosser ton entraînement spécifique, etc. Il y a peut-être, je vais inventer, mais peut-être 1 million de jeunes qui font la même chose que toi en même temps. Et pourtant, toi, quand tu te réveilles, tu te dis, purée, je prends de l'avance sur lui, tu vois. Donc, je dirais peut-être, par rapport à ce niveau-là, dans le sport, je précise bien, dans le sport, ça peut être considéré comme un des métiers les plus compliqués de le devenir. Moi, je pense que... Avant, je pense aussi comme toi. Et après, je dirais plus que pour moi, c'est tout ce qui est, donc du coup, MMA, boxe. Pourquoi c'est plus... Je dirais pas genre en mode... Je te rejoins dans le point où la NBA, le foot, il y a énormément de joueurs qui sont dotés de talents de dingue. Et au final, tu as d'autres joueurs peut-être qui sont moins talentueux, mais qui au final arrivent là. C'est les opportunités, c'est plein de facteurs. Mais la boxe, tu as aussi ça. Mais en plus, tu manges des coups. Tu vois, tu manges des coups. Ça veut dire que là, il y a un gars, il s'entraîne tout le temps. Et j'ai fait de la boxe. Je sais que les entraînements, là, c'est pas des blagues. Tu fais des entraînements, tu manges, ta diète, tu dois faire attention. Tu vas, tu tabasses quelqu'un, on te tabasse. Et en plus de ça, après, tu perces pas. Et en plus, tu finis des fois avec des traumatismes. Non, c'est méchant. C'est vrai qu'après, c'est méchant. Tu grailles des KO, tu dois te relever et tout. Non, c'est vrai que j'ai négligé. C'est méchant. C'est vrai que j'ai négligé. Allez, moi, au niveau de la boxe, j'ai fait un entraînement. Je me suis dit, il faut que je fasse et tout. Le type de la boxe m'a dit, tu vas pas revenir, dans le sens où... Je lui ai dit, non, t'inquiète, je vais revenir. Il m'a dit, ouais, mais tout le monde dit ça. Et c'est vrai, au final, je me suis dit, bon, peut-être je vais reprendre un jour, mais c'est peut-être des fois aussi. C'est un mindset de dingue. T'imagines, tu manges. Déjà, la salle, par exemple, aussi, aller à la gym, etc., ça te met une certaine discipline aussi. Et comme je dis aussi, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Exact. Et dans ce sens-là, je pense que la boxe, en fait, le foot, c'est le sport populaire. Tu vois, ça crée tellement de... Et la boxe aussi, avec Tyson, enfin, c'est incroyable, tu vois, ça fait soulever des foules. Mais c'est deux sports différents, mais ça reste en fait, dans la NBA aussi, niveau mental. C'est-à-dire que Kobe Bryant, c'est un truc que... Moi, j'ai commencé à travailler aussi, me spécialiser aussi un peu plus dans ça, dans le mental, et apprendre en fait au final les athlètes aussi, parce que tu vas travailler avec eux. Donc il y a des choses énormément positives à prendre d'eux, comme ils ont énormément de choses, de choses positives à prendre de toi. Exact. En fait. Exact. Donc, non, ouais, c'est vrai que j'avais négligé la boxe comme moi je parlais que de l'aspect concurrentiel. Mais c'est vrai que la boxe Non, je viens de penser. En fait, parce que la boxe, c'est visuel, tu vois. Prendre un coup, tu le sens, tu le revis. Dans le foot, prendre des coups, c'est mental. C'est ça. Ça peut être une blessure, des ligaments, où tu vas... En fait, il y a tellement... Ouais, il y a trop. Il y a trop. Ouais, mais la boxe, je sais pas si tu te rends compte, là, c'est comme si toi, tu as un match, tu as un combat demain, il y a toute ta famille qui vient te voir, tu grailles un KO. Tu tombes dans le sol, les médecins. Tu vois le KO que Kamaru. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Maintenant, je vais t'expliquer un truc. Il y a des footeux. T'es convoqué au match. T'es convoqué au match. On te dit même, tu joues avec l'équipe A, par exemple. Je sais pas, t'étais avec les jeunes. On te dit, ouais, vas-y, viens en première et tout. Tac. T'es convoqué. Tu dis à toute ta mif, ouais, non, il faut venir. Nana, je vais jouer, etc. Tu joues pas. Puis t'arrives. Même pas ça t'arrive. T'es sur le banc d'abord. Déjà, t'es sur le banc. T'es déjà énervé. Tu vois. Tu t'échauffes avec les autres, après tu es sur le banc pendant le match. À un moment, le coach, peut-être on va dire ton équipe perd ou gagne, peu importe, ton coach il te regarde et dit vas-y, va t'échauffer un peu, tu vas rentrer dans 10 minutes. Tu t'échauffes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. À un moment, tu commences à... c'est bizarre. Et tu vois les autres joueurs qui commencent à rentrer sur le terrain. Premier changement, deuxième changement, tu vois troisième changement. Et là, tu vois le coach, il dit... Va t'asseoir. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois cette douleur-là, cette douleur-là, revenir le lendemain, enfin peut-être pas le lendemain, mais on va dire le 2 jours après, revenir à l'entraînement
et que tout le monde te regarde et que tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ah, c'est vrai. Tu vois, mentalement. C'est bien que tu dis ça. Mentalement, tu sais comment c'est chaud. Ouais, j'imagine. De revenir et de performer et de te dire non, en vérité. En plus, tu peux pas parler avec le coach. Tu peux pas aller lui dire ouais, mais pourquoi t'as fait ça et tout. C'est son choix. T'as pas à le critiquer. Pour lui, quand il a fait son choix, pour lui, c'était le meilleur choix possible à faire. Ouais. Tu vois. Mais c'est bien que tu dis ça. Je vais rebondir là-dessus. Premièrement, moi aussi, j'ai eu ça au niveau amateur. J'ai quand même joué, j'ai quand même un minimum d'expérience. Ça, c'est positif dans le sens où j'avais cette attitude-là de jouer au niveau amateur et d'avoir un coach qui ne te fait pas confiance. Tu vois. Et ça, c'est une expérience que tu peux relater à tout moment. C'est-à-dire que tu fais des déplacements, etc. Tu es défenseur, milieu défensif, parce que tu es grand, on va te faire monter à la 95e. Non, tu te dis, mais tu déconnes. Tu ne peux pas réagir à ça. Enfin, il y en a qui, c'est en fonction de la personnalité. Mais ça, c'est aussi, je trouve qu'il y a des acteurs dans ta vie, que ce soit des coachs, que ce soit des profs à l'école, c'est des personnes, tu ne vas pas les inviter chez toi. C'est une certitude, mais ils vont t'apprendre des choses dans le sens où, on m'a dit, ouais, peut-être revenir à la raison, mais pas psychomotricité. Tu vois, et après, tu tombes sur un coach qui va te faire confiance et tu vas être le poumon de l'équipe. On va te donner une note à la fin de la saison, paf, 18-19. Tu es indispensable. Donc, c'est aussi une question de confiance. Tu vois. Et quand je rebondis encore une deuxième fois par rapport à ça, au niveau de la confiance, dans la boxe, on le voit, parce que la boxe, c'est plus personnel, au final, c'est individuel. Au foot, il y a deux positions où la confiance, c'est ça. C'est gardien et attaquant. Attaquant, tu marches à la confiance. Quand tu regardes Van Nistelrooy qui se battait contre Henry à l'époque, c'était son objectif. Les plus grands attaquants, c'était toujours ça. Mais si tu ne marques pas pendant 1 ou 2 jours, ça peut devenir, pendant 1 ou 2 matchs, ça peut devenir 3, 4, 5, 6 matchs, 7 matchs. Quand tu es gardien, quand t'es gardien, ça peut être à tout moment, tu peux prendre un coup, un uppercut, parce que on parle de Karius par exemple. Ouais. Karius, ça a un impact sur sa carrière énorme. Ouais, c'est 2019. Parce que c'est les positions où tu es le plus exposé. Ouais, c'est vrai que. Mais même en vrai, tu sais, la boxe, MMA et tout ça, je me demande, après, faudrait demander à un professionnel, peut-être qu'un jour on aura quelqu'un. Moi, je suis un ancien professionnel. Mais je pense que ça marche aussi beaucoup à la confiance avec le coach, le mentor, qui est un peu un mentor, qui doit donner. Et je pense que ça aussi, c'est totalement vrai. La confiance, on peut sortir combien d'exemples dans le football, avec le footballeur professionnel. Je pense que ça doit être aussi comme ça pour le basket. Ça, confiance. Moi, il y a un sport quand même qui est compliqué. Bon, je regarde et ça, je me dis le tennis. Parce que le tennis, je me dis, t'es solo. Moi, je sais même pas pourquoi j'ai joué. Là, c'est truc familial, etc. Mais c'est mentalement. Ce sport-là, je décide, j'arrête. J'arrête, pourquoi ? Parce que c'est un sport que j'adore dans le sens où j'adore regarder cette je veux dire, époque dorée où tu avais la Formule 1, tu avais des classicos incroyables et tu avais Federer Nadal, tu vois. Moi, j'ai toujours été plus un team Federer parce que je trouvais que c'était l'élégance, la classe et j'adorais en fait sa personnalité, tu vois. Mais je jouais en même temps et je faisais du foot à côté et j'ai toujours préféré le foot, mais à foison, tu vois. C'était trop grave. Genre juste pour profiter, ou un sport d'équipe qui vraiment, on va pas, je peux parler pendant des heures, mais le tennis c'est individuel et c'est toi et toi-même, dans le sens où je cassais des raquettes qui étaient même pas à moi. Les raquettes de mon frère, alors que je jouais même sur des trucs de double là où tu joues à 2, je pétais un câble sur moi-même parce que je n'étais pas satisfait de moi en fait. Je me mettais tellement de pression sur moi-même que ça me rendait dingue. Ça me rendait dingue et je me suis dit non, mentalement j'ai arrêté parce qu'en fait j'aimais bien regarder mais j'aimais pas jouer. Ouais, c'est vrai, parfois il y a cette nuance là. Mais c'est vrai que la confiance en fait ne dit jamais que tu n'as pas les capacités pour faire quelque chose parce que tu vas te mettre des barrières tout seul là. Ouais, des pensées limitantes. Ouais. Non, moi quand je regarde le tennis, je me dis t'es solo, tu perds 2-7-0, comment tu fais? Non, mais il y a des gros retours, par exemple. Ouais, il y a des gros retours. Je crois qu'il y a pas longtemps, il y a Sinner, je sais pas comment on dit, contre Medvedev qui fait ça, quand il perd 2-0 en finale, et puis au final, il va gagner 3-2. Mais je me dis, mais mentalement, tu vois, en fait, dans le football, sport collectif, tu vois, les gens, ils vont t'encourager, même sur le terrain, le coach, la plupart du temps, si tu perds, il va crier, mais à la mi-temps, peut-être que ça va quand même te motiver, etc. La boxe, à un moment, tu as des petites pauses et tout. Je me dis, au tennis, t'es solo, ton coach il est je sais pas où dans le coin où il y a peut-être 10 000 ou 15 000 personnes, t'es là, tu perds 2-7-0, t'es tout seul assis sur le truc avec ta bouteille d'eau
et puis tu dois retourner sur le terrain. Ben, les probabilités que tu prennes 3-0, en vrai, c'est que le troisième set, il se finit en, je sais pas moi, 40 minutes, c'est une dinguerie, tu vois. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais ici, je vais couper ici parce que sinon, on va parler de ça jusqu'à 4 heures. Donc, du coup, en tout cas, là, on va clôturer. Moi, j'ai juste une question à te poser. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc, pour l'avenir, pour le futur? Premièrement, je veux dire la santé. C'est la santé parce que santé, ça touche tout. C'est santé mentale, c'est la santé tout simplement. Après, je dirais bien sûr que les objectifs soient réalisés. Bien sûr, c'est le plus important. On est là aussi pour ça, au final. Pour aller. Je veux dire, en fait, le plus important aussi, je pense, et moi, je veux dire, on ne parle pas vraiment, mais c'est laisser un héritage, laisser une trace. De dire, ok, tu vois, ok, ça, quelque chose, c'est des personnes comme Ferguson, où tu vois, le gars, il a laissé une trace. Il a laissé des idées. T'aimes trop United. En tout cas, on te le souhaite. Et c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation. Tu étais présent. Donc, merci à toi. Donc, du coup, voilà. Capello, je te laisse clôturer ça en beauté. N'oubliez pas, les gars, le problème, c'est pas le jour. Le problème, c'est votre job. Yo, on se retrouve pour le prochain épisode, les gars.